Salut les jeunes cyclistes dynamiques, cette semaine encore je vous amène en montagne. Alors si la semaine dernière on a vu comment on descendait un col, là je vais vous expliquer comment est-ce qu'on grimpe. C'est un truc qui fait partie intégrante du vélo en général et du vélo en montagne en particulier, et il y a quelques petits trucs que vous pouvez adapter pour faire en sorte que ce soit pas seulement un moment de souffrance. Pour faire tout ça, j'ai choisi la montée de Prapoutel, qui est une station de ski dans le massif de Beldon, à côté de Grenoble. Avec Marie, c'est un petit peu notre grimpée de cœur, puisque c'est là qu'elle a passé son enfance à faire du ski, et c'est pour ça que j'ai choisi comme sujet cette vidéo. C'est une grimpée de 15 km avec 1100 mètres de dénivelé, autant vous dire que c'était pas de la tarte, et c'était l'endroit rêvé pour vous faire une belle explication sur la grimpe en montagne. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans le village de Froge, en bas de la montée de la station de ski de Prapoutel-les-Sept-Lots. C'est une montée d'environ 1050 mètres de dénivelé positif, avec 14 et quelques kilomètres. Ça commence maintenant. Donc c'est un petit peu l'occasion alors déjà de vous montrer la montée en son parcours, mais aussi de vous raconter un petit peu quels conseils est-ce que vous pouvez appliquer pour bien vous débrouiller en montagne, en montée de col. Alors là il ne s'agit pas d'un col mais d'une montée, puisque au bout de la montée il n'y a pas de bascule vers notre vallée, donc ce n'est pas un col, mais je vais par généralité parler d'une montée de col dans ce cadre là, puisqu'en fait ça se pratiquait exactement de la même manière. Ça monte, c'est long, c'est comme un col. Donc là on est en pied de col, et comme très souvent en pied de col, ça grimpe sacrément sec. C'est pour ça que j'ai choisi d'attaquer en force ce pied de col. Là on est sur une montée assez courte, à plus de 10%, à 8, 9, 10% environ. Donc c'est un petit peu le moment où il faut forcer un petit peu pour pouvoir passer et vous permettre de pas non plus rester trop collé et de pas avoir une vitesse qui se pète la tronche. Donc cette vidéo, c'est l'occasion de vous expliquer un petit peu des généralités sur la gestion de l'effort en montagne et dans les montées de col, à commencer par le réglage de son allure. À vélo, l'allure, elle se règle pas avec la vitesse, puisque votre vitesse elle va être fonction largement de la pente à laquelle vous allez faire face, mais elle se règle soit avec la fréquence cardiaque, soit avec la puissance développée. Et moi ce qui est bien, c'est que j'ai accès aux deux informations sur mon compteur GPS, la fréquence cardiaque et la puissance développée. Ici, mon cardiofréquencemètre était un petit peu fatigué, du coup il affiche des valeurs un petit peu erratiques, ça monte, ça descend, enfin c'est pas tout à fait fiable. Depuis j'en ai changé, mais au moment de cette vidéo, il affichait des valeurs un petit peu bizarres. Donc ce à quoi je me suis fié, c'est les données de puissance affichées par le capteur de puissance. Donc régler l'allure, ça se fait soit avec le cardiofréquencemètre, soit avec le capteur de puissance. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, pour régler votre allure, il faut que vous vous posiez la question de combien de temps va vous prendre la montée de ce col. Pour regarder le temps que vous prend la montée du col, vous vous dites, bon, ça va me prendre, mettons, 1 heure, voici la fréquence cardiaque ou la puissance que je suis capable de développer que je suis capable de maintenir pendant 1 heure, et vous tenez à cette valeur-là. Mettons que vous êtes capable de rester à 180 BPM pendant 1 heure, et bien vous allez essayer de vous maintenir autant que possible autour des 180 BPM qui sont votre fréquence cardiaque cible. Même chose pour la puissance développée. Mettons que vous savez que vous êtes capable de développer 300 watts pendant 1 heure et que votre col vous prend 1 heure à grimper, et bien vous allez tâcher de vous calquer sur ces 300 watts. Voilà pour le réglage de l'allure. Ensuite, vu que très souvent ce qui nous importe dans les montées de col, c'est de garder une vitesse la plus élevée possible, on essaie de ne pas rester trop longtemps dans ce genre de montée, c'est fatigant. Il faut adopter une tactique de gestion de l'effort. C'est-à-dire que très souvent, les montées de col, vous allez avoir des pentes variables. Vous allez avoir des pentes parfois faibles et des pentes parfois plus raides. Il faut savoir que pour maintenir la plus haute vitesse moyenne, il faut forcer quand c'est dur et relâcher quand ça redevient facile. De cette manière que vous pouvez maintenir une vitesse moyenne plus élevée. Parce qu'il y a plus de temps à gagner sur les parties où c'est plus dur qu'il n'y en a à gagner sur les parties où c'est plus facile. Mettons que l'énergie que vous dépensez sur les parties plus dures
elle vous rémunère mieux, entre guillemets, elle est mieux dépensée que si vous la dépensiez sur les parties où ça l'est moins. Alors les 10 premières minutes, ça semble toujours un petit peu trop facile, hein. On se sent toujours un petit peu trop bien, voilà. Et il faut vraiment pas céder aux sirènes de « Ah, j'ai envie de me défoncer, j'ai envie d'aller plus fort ». Il faut se tenir à cette cible, cette fréquence cible, cette puissance cible qui vous permettra de maintenir votre effort dans la durée. Au début, c'est normal que ce soit facile, parce que votre cœur, il n'a pas eu le temps de dériver vers la fréquence qui sera votre fréquence cible, et du coup, vous vous sentez bien, tout a l'air génial, vous vous dites que vous allez défoncer ce col, mais les 10 premières minutes, si vous montez un col de 1 heure, ça représente qu'un 6e de la grimpée. Donc il faut quand même que vous fassiez à l'idée que ça va pas être facile, et que les 10 premières minutes ne sont absolument pas indicatives de ce que va être réellement l'effort pendant la grimpée de col. Autre élément important, la cadence. La cadence, c'est le nombre de coups de pédale que vous faites toutes les minutes. Bon, c'est relativement simple. Important, comme sur le plat, de maintenir des cadences relativement élevées qui vous permettent de ne pas trop fatiguer vos muscles et de maintenir un effort constant sur la durée. Je m'explique. Pour moi, par exemple, ma cadence favorite, elle se situe entre 85 et 90 RPM. 85 et 90 tours par minute. Du coup, dans les montées de col, j'essaie de viser, tant que je suis assis, entre 85 et 90 tours par minute, ce qui me permet de maintenir cette cadence optimale et mon effort le plus longtemps possible. Quand ma cadence tombe en deçà des 80 tours par minute, ça me fait mal aux jambes, j'ai du mal à maintenir mon effort, j'ai tendance à la ralentir encore plus, ça me fait de plus en plus mal aux jambes, etc. Et je tourne dans une sorte de cercle vicieux qui ne me permet pas de maintenir l'effort dans la durée. Et pour maintenir cette cadence, ce qui est important, c'est toujours être alerte sur le changement de vitesse. D'ailleurs, en parlant de changement de vitesse, ce qui est important également, c'est la préparation que vous faites de votre vélo avant de vous attaquer à une montée de col. Puisque, vous le savez, vous allez avoir besoin de développement beaucoup plus faible pour rouler en montagne que pour rouler sur le plat, et même pour rouler sur des parties vallonnées. Par exemple, pour ce qui concerne les courses en Ile-de-France, qui ont parfois des parcours relativement accidentés, j'utilise une cassette de 12 à 25 dents. Plus petit pignon, 12 dents, plus grand pignon, 25 dents. Et là, pour grimper la montée de Prapoutel, j'ai choisi un développement assez différent, puisque j'ai une cassette de 11 dents à 28 dents, 3 dents de plus sur le pignon le plus grand, ce qui me permet d'avoir une cadence plus élevée à des vitesses plus faibles, pouvoir attaquer des pentes plus élevées sans forcément m'exploser les jambes et devoir attaquer en danseuse. Là, on va attaquer un des premiers lacets de la montée. Les lacets sont vos alliés, vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien, là j'ai maintenu environ 280 watts de moyenne depuis le début, et là regardez, grâce à ce lacet qui constitue en réalité une sorte de petit replat, je vais pouvoir reprendre un petit peu d'énergie en réduisant un peu la puissance développée, tranquillement. Pouvoir utiliser le replat dans le lacet, c'est vraiment un truc super que vous pouvez pratiquer dans la montée de col. Comme je vous l'ai dit, le lacet est votre allié, vous pouvez vous y reposer. Ça dure pas très longtemps, mais c'est juste ce qu'il faut pour vous permettre de relâcher un petit peu la pression sur vos jambes et pouvoir repartir de plus belle. Ah, ça c'était un lacet piège. À l'intérieur des lacets, très fréquemment, ce qui se passe c'est que la pente est plus élevée, il y a plus de pente à l'intérieur des lacets. C'est pour ça que là, on l'a bien vu, je l'ai pris tout à l'intérieur, ce qui fait que j'ai pas pu me reposer autant que sur le lacet précédent. Donc, petit conseil, si vous voulez vous reposer dans les lacets, évitez la corde du lacet, plutôt de prendre à l'extérieur. Donc quand vous l'abordez avec la corde à droite, essayez de rouler plus au milieu de la route, et quand vous l'abordez avec la corde à gauche, essayez de rester bien large sur le côté droit de votre côté de la route. J'ai parlé tout à l'heure de cadence, et là vous allez me demander, ouais mais on voit souvent des gens monter en danseuse en montagne. Et effectivement, moi aussi, regardez là par exemple, je me mets en danseuse. Et vous allez me demander, alors du coup, assis ou en danseuse? Bon, techniquement, physiologiquement, scientifiquement, être assis, c'est plus économique en termes de consommation d'oxygène et d'énergie que d'être en danseuse, puisque vous utilisez moins de votre corps. C'est moins taxant sur le système aérobie. Cela dit, quand vous êtes assis,
vous utilisez à répétition les mêmes muscles, tout le temps les mêmes muscles qui bossent pour produire votre puissance. Problème, ces muscles-là, au bout d'un moment, qui tournent, ils vont se fatiguer. Et pour vous permettre à ces muscles qui fonctionnent lorsque vous êtes assis, de se reposer, eh bien, vous pouvez éventuellement, périodiquement, vous reposer ces muscles-là en sollicitant d'autres, en vous mettant en danseuse. Parce que quand vous pédalez en danseuse, vous n'utilisez pas exactement les mêmes muscles que quand vous êtes assis. Par exemple, assis, on utilise largement plus les quadriceps, donc la partie antérieure de la cuisse. Et quand on est en danseuse, on utilise largement plus le grand fessier, donc le grand muscle qui part du haut de la fesse et qui s'attache en bas de la fesse. C'est l'alternance entre ces deux groupes musculaires qui vous permet de reposer l'un lorsque vous utilisez l'autre et de utiliser l'un lorsque vous reposez l'autre. Là, il me semble que ça commence à devenir un petit peu difficile pour moi. Quand même la présence d'esprit d'essuyer la caméra, ce qui est assez cool, parce que cette malheureuse caméra, elle a pris pas mal de flotte. Malheureusement, il faisait assez humide ce jour-là. On était le 9 juin, il me semble. Et nous voilà du coup dans le village des Adrets, qui est un des premiers villages que l'on traverse sur la montée vers la station de Praputa. Arrivé presque à 800 mètres, on doit, il me semble, pas être très bien loin de la moitié de l'ascension. Là, c'est vraiment un instant un peu bascule. Parce que, en fait, à ce moment-là, outre le fait qu'on a fait la moitié du linéaire positif, il y a aussi une portion particulièrement difficile pour le mental qui s'annonce. Là, on le voit sur la carte, on le voit assez bien. J'approche d'une grande ligne droite. Et en montagne, une ligne droite, il n'y a rien de pire pour vous saper le mental. Parce que quand vous avez la chance d'être sur une route qui est parsemée de lacets qui vous permettent de les compter, un petit peu de jauger votre effort, une ligne droite, c'est un effort sans répit qui a l'air interminable et qui a vraiment le don de vous foutre le moral dans les chaussettes. C'est vraiment difficile de regarder au loin et d'avoir l'impression que la montée est interminable, que vous n'en terminerez jamais et que vous allez toujours subir ce calvaire. D'autant que là, la météo se gâte. Je sais pas si vous voyez, la visibilité, elle a vraiment baissé. C'est quelque chose qui est assez flippant quand on est à vélo. Il me semble que arriver ici, c'est vraiment un des endroits où j'ai le plus souffert, je crois. Enfin, pas forcément physiquement, c'est pas forcément là où j'ai le plus mal ou là où j'ai le plus mal aux jambes ou le plus mal à la gorge, j'en sais rien. Mais c'est un endroit où en fait la pente devient plus raide, mais vraiment de manière pernicieuse. Et en plus, vous voyez vraiment pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est vraiment terrible pour le mental. Et c'est difficile de garder un effort constant dans ces conditions. Donc là, on sort du village des Adrets, enfin des Adrets village, parce que plus haut, il y a une autre partie de la commune des Adrets que l'on va voir ensuite. Et là, on sort des Adrets village et on arrive dans une partie vraiment. Alors, on est au milieu de que dalle. Hein. Il y a vraiment une route, des hautes herbes, pas grand-chose de plus. Et là, ciel blanc, visibilité zéro. On est vraiment, visibilité relativement faible. On est vraiment, c'est pas facile de se dire, putain, il y a encore pas loin de 500 mètres de dénivelé à manger, et c'est pas simple. Là, je suis pas à un instant facile de la montée en ce qui concerne le mental. Et j'avais pas de lumière, j'avais pas du tout prévu de lumière parce que cette grimpée je l'ai faite à 16h et on était en plein mois de juin, donc il était absolument pas question d'avoir des lumières à cette heure-ci, sauf que la visibilité était vraiment faible, mine de rien, malgré tout, à cause de ce fort brouillard. En fait, c'est pas vraiment du brouillard, c'est un nuage. En fait, on est dans un nuage là. Et parce qu'il faisait clair dans la vallée, et au-dessus, on va le voir, il fait clair aussi. Là, on est en plein dans un nuage, et on n'y voyait vraiment rien du tout. J'avais aucune lumière, et j'étais pas vraiment rassuré quant à ma visibilité sur la route. J'avais vraiment les jetons qu'une voiture vienne à me toucher, ou ne me voit pas, ou ne parvienne pas à m'éviter. Et je crois que là, je commence à souffrir. C'est-à-dire que il y a un petit peu de tout. Il y a la fatigue, il y a l'aspect mental qui commence un petit peu à me tomber dessus. Donc voilà, à nouveau, dans un endroit un petit peu urbanisé. Donc c'est l'autre partie des Adrets dont je vous avais parlé. Et on va enfin arriver au lacet tant attendu, au Salvator lacet, après cette grande ligne droite.
Quel bonheur de pouvoir un petit peu relâcher la pression. Là on va le voir, je relâche un tout petit peu pour repartir de plus belle. À ce stade, je sais que mes prochaines étapes sont l'embranchement au niveau du col des AI, parce qu'il y a effectivement, en fait, avant la montée, avant l'arrivée dans la station de Prapoutel, il y a effectivement un col qui est environ à 900 mètres d'altitude, et 950 mètres d'altitude, pas très loin des 1000 mètres d'altitude, et qui lui est un véritable col, donc qui est une bascule vers une autre vallée, qui s'appelle le col des AI. Et le col des AI, c'est à cet endroit que se trouve l'embranchement qui permet de monter à la station de Prapoutel-les-Sept-Lots. Et dans ma tête, c'était une des étapes que j'avais à passer et qui me semblait être tout proche à ce moment-là de l'ascension. Je savais que j'étais vraiment pas loin de l'embranchement et du coup ça me faisait me rapprocher de mon but final. Il me semble que nous en sommes tout proches. Nous sommes tout proches de l'embranchement. Après ce virage, il y aura une toute petite ligne droite et je vais prendre à droite. Là on arrive du coup à ce fameux col dont je vous parlais tout à l'heure, le col des AI, qui relie la route de Froge sur laquelle nous nous trouvons à la route qui descend vers le village de Tess et vers la ville de Pansin qui est plus bas dans la vallée, qui est un peu l'alter ego de Froge dans la vallée en bas. Et voilà, nous sommes tout proches de l'embranchement qui va nous permettre de grimper vers Prapoutel. On va le voir ici, panneau les Sept-Lots, et là je vais prendre à droite et non pas tout droit, croiser un jeune homme en VTT et nous voilà sur la route qui nous permettra de grimper à la station de Prapoutel. On le voit, la météo en montagne est relativement capricieuse, hein. Il faisait pas trop moche en bas et là on est vraiment dans une purée de poids. C'est vraiment pas un mythe ça, la météo montagnarde qui est très changeante. C'est vrai que c'est important de garder un petit peu de matériel pour pas se faire surprendre par la météo, notamment un coup de vent, chose pour se tenir chaud. Alors, truc très marrant ici, ce qui m'arrive, c'est que je manque d'avaler un moucheron, je cherche à me laver la bouche avec un bidon, mais je le fais tomber. Du coup, je vais faire demi-tour pour le rattraper, le voilà qui roule. Et là, je me dis, oh, mon effort est tout pété, donc je suis crevé. Je me dis, mais je vais quand même pas me faire faire péter mon temps de la montée de Prapoutel par un pauvre bidon qui roule sur la route. Donc je me remets en selle. Je repars bille en tête pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris à attraper ce bidon. Et là en fait j'imaginais que juste après l'embranchement pour aller à Prapoutel au niveau du col des AI, j'allais me retrouver très vite vers l'autre embranchement, celui qui permet de choisir entre la montée de Pipet et la montée de Prapoutel. Seulement cet embranchement qui me semblait si proche est en fait si loin. Là on le voit là en fait, j'ai quelques lacets avant d'y arriver et celui-ci en est un. Et en fait à ce moment là de la montée, à chaque lacet je me disais mais quand va arriver cet embranchement à la con, j'avais vraiment envie de le voir arriver, j'avais vraiment envie de pouvoir y arriver et de me dire je suis presque là, je suis presque. Et là c'est là que je me rends compte, je vois le terre-plein central et je me dis ça y est, je suis à l'embranchement. Mon mental est soigné, mon mental est revigoré et revivifié. Parce que là, franchement, je n'en menais pas large à ce moment-là. Je me disais, oh là, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est terrible, il me reste vraiment pas grand-chose et je suis en train de craquer. Donc là, je vois l'embranchement pour Pipet, donc c'est la route qui est à gauche. C'est là que sont passés les coureurs du Critérium de Dauphiné le 15 juin 2019, date à laquelle s'est produit un énorme déluge qui a causé l'inondation de la ligne d'arrivée et qui a vu s'imposer Wout Poels au sommet, au terme d'une étape absolument épique, complètement dantesque. Franchement, un truc sous la pluie, j'ai vu ça à la télévision, j'étais bien content de pas être au bord de la route. Alors, nous voilà après l'embranchement Pipet-Prapoutel, et là je me dis, bon Nico, on est vraiment plus très loin, c'est vraiment une affaire de mental. C'est un peu l'occasion de vous dire une dernière chose, c'est que à la montagne, c'est bien de savoir régler son allure, c'est bien de savoir forcer quand c'est dur et de relâcher quand ça devient facile, c'est bien d'avoir une bonne cadence, c'est bien de se tenir à son objectif, mais très souvent, c'est une affaire de mental.
parce que tout école finit au mental. C'est jamais si facile que vous n'ayez pas besoin de recourir à une force mentale un petit peu supérieure, un petit peu plus que d'habitude, quoi. Le col, c'est jamais une partie de plaisir, c'est jamais un truc que tu fais à la légère, quoi. Là, te taper 1000 mètres de dénivelé en 12 bornes, c'est un truc que tu fais un jour en te levant en te disant bon, tiens, je vais me taper un col. Pourquoi pas, à vrai dire. Mais il y a des mecs qui le font, naturellement. Je pense qu'il y a même des mecs qui font des répétitions de col. C'est important, outre tous les conseils techniques, de savoir tenir au mental dans le final. Et moi, pour tenir au mental, j'ai plein de petites techniques, notamment la technique de s'encourager soi-même. Ça fait un petit peu bolos, ça fait un petit peu débile, mais vous allez voir dans ce lacet ici, petite technique que j'applique pour pouvoir me donner un petit peu de cœur à l'ouvrage, un petit peu de motivation, au moment où j'en ai besoin. Allez, 1 km, c'est la flamme rouge. Ah, c'est tout con, mais juste dire, allez, tiens bon, il reste 1 km, c'est la flamme rouge. Ça met un petit coup de boost, ça met un petit coup, on se sent un peu plus investi, on se sent vraiment bien, on se sent investi d'un truc, on sait que il y a un truc à aller chercher, on sait qu'il reste 1 kilo, il reste rien, c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps en tête, il reste rien, et ça, c'est un truc qui fout le petit coup qui va bien, et qui fait qu'on peut souffrir un peu plus longtemps, c'est pas un problème, on peut y arriver, on peut se sortir les doigts, et aller chercher ces quelques centaines de mètres qui nous restent à parcourir. Là c'est vraiment dur, là je commence vraiment à gémir comme une enfant, c'est assez difficile. Là j'arrive au tout dernier lacet, d'ailleurs petit coup de boost que je me fais en me disant voilà, et là je me dis dernier virage, c'est parti quoi. T'as plus qu'une seule longueur à faire, c'est pas compliqué, faut y aller. Et là assis ou en danseuse, on s'est posé la question tout à l'heure, dernier virage, aucune question à se poser hein, en danseuse, direct en danseuse. Donc là je me dis dernier virage, c'est parti, il reste que dalle. En plus la pente est relativement faible en fait dans ce dernier virage. Là c'est parti, y a rien de plus kiffant que d'être là, de te dire tu vois les bagnoles qu'il y a là-bas, tu vois le rond-point qu'il y a là-bas, ça c'est l'arrivée, c'est là que t'as fini. C'est ça, tenir au mental, c'est de dire c'est parti, tu peux te sortir les tripes, tu peux te sortir les doigts à la toute fin. Même s'il fait froid, qu'il fait moche, qu'il commence à moitié à pleuvoir, tu t'en fous complètement, c'est la fin, et t'y es arrivé. T'as fait ton temps, t'as fait ta grimpée, tu t'es bien senti les doigts, c'était vraiment de la balle. Voilà. Donc ce petit rond-point marque l'arrivée de la grimpée de Prapoutel que j'ai effectuée en environ 59 minutes. Donc ce qui est marrant, c'est qu'avec ces 59 minutes, ça fait comme une sorte de test de FTP grandeur nature, puisque c'est comme si, je me suis un petit peu testé sur les 60 minutes, un petit peu la durée de vérité. Et puis je me suis pas trop mal démerdé, donc je pense que c'était un très bon test, plutôt une bonne performance, je suis très content de moi. Et j'espère en tout cas que les conseils que j'ai pu vous apporter vous sont utiles et vous donneront envie de faire un petit peu de montagne. Même si là la météo était pas forcément super clémente, faut savoir qu'en été en général il fait super beau, donc n'hésitez pas à enfourcher votre vélo et à vous dire peut-être que j'irai bien faire un petit tour en montagne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram si vous aimez les photos, les vidéos, les stories un peu idiotes. Vous pouvez également rejoindre le club Strava Jeune Cycliste Dynamique où j'organise des sorties tous les samedis matins. Il y en aura d'ailleurs une samedi prochain. J'irai probablement en Vallée de Chevreuse avec les franciliens qui auront envie de me suivre. Naturellement, la suite des événements sont des vidéos de course, plein de conseils pour l'entraînement, plein de petites choses qui permettront de déguiser votre sens tactique si vous êtes vous-même compétiteur ou juste de vous intéresser à la course cycliste en général. À tous ceux qui regardent le Tour de France, je vous souhaite de passer un excellent Tour de France, la compétition a l'air géniale, j'ai vraiment adoré ce qui a pu se passer la semaine dernière, j'ai vraiment hâte de connaître la suite des événements et de voir qui sera vainqueur à Paris. Ce sera tout pour aujourd'hui, et puis d'ici qu'on se croise sur les routes, je vous dis allez, ciao.